Fresh Morning. UrbanFM.fm. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec l'association Yuri, organise la première édition du Libreville Fitness Tour sous le thème « La femme au cœur du développement par le sport ». Le Libreville Fitness Tour, c'est une caravane sportive exclusivement dédiée aux femmes. Le Libreville Fitness Tour, c'est 3 communes, Libreville, Ovendo et Akanda, 4 sites et 5000 femmes à former. Vous êtes une femme âgée de 15 ans et plus, vous désirez apprendre les bases des exercices sportifs, rejoignez notre caravane en vous inscrivant pour le Libreville Fitness Tour à partir du jeudi 11 mai 2017. Droit de participation unique pour les 4 étapes, 2500 francs CFA, 4 dates et 4 sites à retenir. Samedi 27 mai à la tribune officielle du bord de mer. Samedi 3 juin sur le parking de la gare d'Ovendo. Samedi 10 juin au stade de Nzengayo. Samedi 17 juin au stade d'Angonje de 8h à 11h. Libreville Fitness Tour, c'est aussi des conseils de spécialistes de la nutrition et des coachs sportifs spécialisés. Au programme des exercices, abdos fessiers, zumba, maintien sculpte, stretching. Point d'inscription, City Sport, Spayacine, Maxi Secado, Géant Secado, Super Secado, Prix Import Ovendo, Prix Import Nzengayo, Prix Import Okala et toutes les mairies d'arrondissement des communes de Libreville, Ovendo et Akanda. Infoline 06 97 84 27 07 26 05 09. Libreville Fitness Tour, un événement du ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec l'association Yuri. Sponsor officiel Anza, partenaire média Urban FM 104.5, la station urbaine. Sponsor PMUG, Olam, Spayacine, WeFly. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Gênant, on reçoit madame Sidonie Fleur-Rouet. Et je ne dirais pas qu'elle est procureure de la République. Je sens que tu veux que je dise ça. Non, elle a changé de poste. Elle est commissaire. Fallon, commissaire général adjoint à la douane. Fallon maîtrise la tellement loi. à la loi. À la Fallon loi. maîtrise tellement mieux ce La titre douane que est moi. en grève. Désolée. Pardon, laisse la douane là où ils sont. Commissaire général adjoint à la loi. Bonjour madame, rebonjour encore. Hein. Bonjour Da Fresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors aujourd'hui, on va reparler de votre conférence débat que vous organisez le salon. Vous organisez le salon de la femme. Et à la conférence débat, en off, vous nous disiez que vous allez faire un concours de Miss. Déjà De revenir. mère. Ah, d'accord. Déjà revenir sur votre salon, nous parler des différentes activités qui vont y être. Et puis après, nous allons parler du contenu des actes de naissance. Merci. Effectivement, le Salon de la femme voudrait joindre l'utile à l'agréable. Après la conférence débat qui portera sur les actes de naissance, insister et encore insister sur la procédure d'établissement d'actes de naissance, regarder, piocher en même temps le contenu des actes de naissance. Nous voudrions, au cours d'un déjeuner, au cours d'un cocktail déjeunatoire, parce que ça se passera la journée, nous allons donc organiser une élection des mamans. Les mamans qu'il faudrait valoriser, qui sont restées longtemps au foyer, mariées et restées longtemps au foyer, qui n'ont pas eu de rupture de leur lien conjugal, qui se sont consacrées donc à l'éducation des enfants en restant au foyer et également au soutien à apporter à leur époux. Et puis, il y aura également... En fait, vous valorisez le mariage. Le mariage, surtout la morale dans ce cadre-là, la morale que les femmes devraient également avoir, il faudrait les honorer pour cela. Et il y aura également un autre pan au cours de l'élection qui va également valoriser les veuves dignes qui, après avoir perdu leur mari, n'ont plus pensé à se marier, mais ont mis toute leur énergie pour l'éducation de leurs enfants. Et enfin, il faudrait également féliciter ces dames, chefs de famille, qui, au-delà des occupations professionnelles, se battent également seules, dans le cadre des familles monoparentales, à élever, encadrer leurs enfants. D'accord, ok. En fait, c'est une grosse réflexion sur les thématiques de femmes, hein?
Vous le constatez. Il faut beaucoup réfléchir sur vous allez beaucoup réfléchir sur le mariage, l'aspect moral et l'aspect juridique. Vous allez apprendre aux femmes les différents problèmes qui peuvent survenir du mariage, les différents avantages. Est-ce que vous allez parler de ça? Il faut dire que ce n'est pas une innovation. Hein. Sous l'ancien temps, bien je veux dire dans l'ancien temps, ça se faisait dans le cadre des confréries. Les mamans apprenaient aux jeunes filles comment se comporter dans le mariage, comment soutenir le mari, comment éduquer les enfants. Et d'ailleurs, hein, les mères ne vont pas dire le contraire lorsqu'ils célèbrent les mariages. Souvent, il y a des petits conseils qui sont donnés où ils disent à la dame mariée, la nouvelle mariée, que au mariage, vous porterez un panier percé. Ne rien retenir. À chaque fois, on mettra des choses dans le panier. Vous allez simplement continuer. Ne jetez pas le panier. Ne l'abandonnez pas. En fait, ce sont des images, ce sont des symboles. Hein, du mariage. Nous allons certainement le faire avec le concours de nos mamans parce que le salon de la femme n'est pas une retrouvaille spontanée. Non. Ce sont des choses que nous voudrions regarder sur le long terme. Aujourd'hui, nous faisons telle chose. Après, voilà ce que nous allons faire et progressivement, il y a des ouvertures puisque aujourd'hui, il y a peut-être 4 associations. Il y a des associations qui voudraient également venir se joindre à nous. C'est sûr que je suis plus que convaincue qu'il y a des mamans qui viendront certainement nous prêter main forte dans ce sens-là. Ça va se refaire ou bien ce sera juste une seule édition? L'élection des mères? Non, des le salon. Non, le salon, c'est une plateforme. Ah, d'accord. Donc, elle existe, genre. Bien sûr. Oui, parce que souvent, quand on entend salon de l'entrepreneuriat, Gina, Oui. on va à un endroit là, on voit les gens qui exposent des choses. Et puis, votre mot salon, en fait, c'est pour dire qu'il y a une plateforme qui existe là, qui est déposée pour les femmes. En effet, c'est important de le dire et de le rappeler. Le salon, ce n'est pas la tenue spontanée, hein, d'accord, d'une rencontre spontanée. Non, c'est quelque chose que nous voudrions rendre assez pérenne pour que à chaque fois, les femmes viennent soumettre leurs problèmes et qu'ensemble, nous puissions les régler si c'est possible, si c'est réglable. D'accord. Depuis que vous avez mis le salon en place, vous avez déjà commencé à recevoir des femmes? Oui, naturellement. Tous les jeudis, nous recevons des femmes. En général, c'est quoi les problèmes qu'elles exposent? Nous focalisons, nous choisissons, c'est pas un travail qui est fait en désordre, nous choisissons les thématiques, nous essayons de trouver des solutions aux problèmes posés et c'est lorsqu'on a apuré la première problématique que nous attaquons une autre. Mais nous avons un programme annuel que nous suivons. Vous recevez des jeunes filles? Bien sûr. Est-ce que les Gabonaises se marient tôt? C'est une question qui est personnelle, hein, mais... non, moi je veux dire selon vos statistiques, selon les gens que vous recevez. Je n'ai pas fait de statistiques au niveau du mariage pour vous répondre de façon précise que les Gabonaises se marient tôt ou tard, ou qu'elles se marient tard. Mais de ce que je sais... Par rapport à mes anciennes fonctions, il y en a quand même, hein, surtout dans le cadre des églises. Oui. Il y a des jeunes Gabonaises qui se marient assez tôt. Oui. D'accord. La conférence débat sur les actes de naissance, procédure, établissement et contenu. Pourquoi avoir fait une fixation sur l'acte de naissance? Parce que vous savez, vous vous êtes rendu compte que c'est quelque chose de primordial. C'est le démarrage de toute une vie. En effet, vous posez la question... Et vous répondez, et c'est très bien d'ailleurs pour les auditeurs et les téléspectateurs, ce qui commence une vie dans un état organisé et la reconnaissance par cet état, c'est l'acte de naissance. Avec l'acte de naissance, vous commencez à être juridiquement connu de l'état et c'est à partir de l'acte de naissance que la suite de la vie civile continue, notamment le mariage. Pour le mariage, on va vous demander l'acte de naissance et même pour les pièces d'identité, d'accord? La carte nationale d'identité, le passeport, on a besoin de l'acte de naissance. Ensuite, dans le cadre de la vie civile, lorsque vous aurez à changer de statut ou à divorcer, on aura toujours besoin de l'acte de naissance. Et puis, pour la mort également juridique, on a besoin de l'acte de naissance pour établir l'acte de décès. Or, faut pas vraiment
rendre la situation alarmiste, mais il y a que beaucoup de Gabonais sont immortels, juridiquement, parce qu'ils naissent, on ne sait pas, juridiquement ils n'existent pas, ils meurent, juridiquement on ne peut pas déclarer leur mort, donc ils sont immortels, hein. Je veux dire inexistants et parfois immortels. Parce qu'on ne peut pas établir l'acte de décès. Et ce sont des conséquences dramatiques en ce qui concerne les successions, dans la mesure où, pour qu'une succession soit suivie au niveau des juridictions, il faudrait tout de même un acte de décès. Oui. En l'absence de l'acte de décès, comment peut-on monter une procédure, en fait un jugement d'hérédité, hein? Donc l'acte de naissance est quelque chose de fondamental dans la vie d'un être humain. Est-ce que l'acte de naissance actuel qu'on a au Gabon est conforme aux dispositions législatives? Est encore conforme. Par la vieille version que l'on a là, est-ce qu'il ne tient pas lieu d'essayer de changer aussi un petit peu ça? Il faut dire que la situation était quand même assez critiquable au niveau des juridictions. Tout à l'heure, vous me posiez la question. L'acte de naissance conforme à la législation, donc à la loi. Je dis, ce n'est pas l'acte de naissance qui pose problème. C'est parfois, nous l'avions évoqué la dernière fois, le comportement de certains. Il y en a qui ont estimé qu'il fallait transformer une annonce en un acte de naissance. Donc, c'est là où nous avons vu les avis de naissance qui ne sont pas des actes de naissance. Pourquoi les avoir créés? La réponse pourrait être donnée par les initiateurs de ce projet ou les initiateurs de cette réalisation. Très sincèrement, je ne m'aventure pas à répondre aux questions pour lesquelles mon domaine de compétence m'oblige à une certaine réserve. Je ne peux pas dire pourquoi est-ce qu'ils les ont créés. Pourquoi avoir créé donc les actes de naissance? Non, l'acte de naissance, on comprend. Mais pourquoi, à côté d'un acte de naissance, il y a un truc qu'on appelle avis de naissance? Mais c'est l'intitulé, hein? Le contenu reste le même. C'est l'intitulé qu'ils ont mis avis de naissance. Mais oui, mais ça pose problème. Mais ça pose d'énormes problèmes. Mais comment voudriez-vous que je réponde à une telle question? Certainement qu'il y avait peut-être une confusion ou bien ils ont estimé que ça sonnait bien à l'oreille. Enfin, je ne m'aventure pas. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on a pu passer toutes ces années, en fait, à donner des avis de naissance à des Gabonais sans pour autant que par exemple, quelqu'un avant vous n'ait pu tirer la sonnette d'alarme. Est-ce que c'était aussi banal que ça? Est-ce que ça ne présentait pas autant de problèmes? Parce qu'aujourd'hui, la situation est quand même grave. La situation est grave, je ne vous le fais pas dire. Je voudrais simplement relever que ce serait prétentieux et égocentrique de penser que la dénonciation commence par nous, par le Salon de la Femme. Non, certainement que les gens l'ont dénoncé, peut-être pas dans un cadre associatif, peut-être dans les bureaux, peut-être, mais je dis, il y a même une association, je crois, Cri de la Femme. Cri de Femme. Cri de Femme, qui avait pensé qu'il fallait établir les actes de naissance aux enfants qui n'en avaient pas. Simplement que la procédure n'était pas peut-être régulière, hein, telle que nous la faisons aujourd'hui. Mais je suis sûre qu'il y a des gens qui ont pensé, je suis plus que convaincue qu'il y a des gens qui en ont parlé, mais qui ne sont pas allés très loin dans la démarche entreprise. Le modèle de l'acte de naissance tel qu'on le connaît aujourd'hui date quand même d'il y a plusieurs années. Enfin, la forme, si on reste seulement dans la forme, il y a certaines notions que l'on pense qui pourraient, par exemple, changer. La dernière fois, on a eu un petit peu ce débat d'Afresh concernant, par exemple, la coutume. Dans la lancée que l'on a maintenant avec le Gabon, où il est de plus en plus difficile de trouver un Gabonais qui soit à 400%, à 1000% d'une ethnie particulière, parce qu'il y a un brassage d'ethnie qui se fait. Est-ce que c'est encore important de marquer sur l'acte de naissance de quelqu'un, coutume, c'est écrit Banjabi chez moi, coutume et ainsi de suite? Est-ce que c'est encore important? Est-ce qu'on ne devrait pas aujourd'hui arriver à un rafraîchissement de notre acte de naissance en fonction de nos réalités aussi? Mais bien naturellement que si. C'est dans ce pays, mon pays, le nôtre d'ailleurs, que nous avons en partage, que je constate que les lois restent statiques. Mais tout peut changer. La loi doit être adaptée à une situation donnée, une réalité donnée, d'accord?
c'est le droit positif, et au comportement dans une société à un moment donné. Aujourd'hui, puisque, pour parler Bandjabi, pour parler des Bandjabi, comme vous dites, on se rend compte qu'ils ne se marient plus entre eux. Est-ce que le fait pour le législateur d'avoir mis cette mention de la coutume tenait à avoir des statistiques sur les différentes ethnies? J'en sais strictement rien. Mais ça peut se justifier. Mais aujourd'hui, je pense que c'est pas nécessaire, à mon sens. Maintenant, il revient au législateur d'apprécier la dénonciation que nous faisons. Vous avez par exemple des actes de naissance où il n'y avait que les déclarants qui apparaissaient sur l'acte. Et là, le problème terrible, vraiment terrible, parce que c'est lors des successions qu'on se rend compte que lorsque le père n'a pas fait la reconnaissance de l'enfant, eh bien l'enfant n'a droit qu'aux simples aliments. Il ne peut pas hériter de la pleine propriété des biens laissés par le décujus. Pour parler simplement, il se trouve que si le père ne vous a pas reconnu, d'accord, comme étant formellement le père de l'enfant, alors qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il décède, vous ne pouvez pas hériter des biens du père. On va vous donner simplement le traitement qui vous accordait de son vivant, c'est-à-dire la petite pension, mais vous ne pouvez pas hériter des maisons, on ne peut pas vous donner sa voiture. La voiture pour que vous la vendez. Enfin, vous ne pouvez pas participer au partage des biens. Mais comment est-ce que sur l'acte de naissance gabonais, un père reconnaît son enfant? Mais il y a une mention justement qui a été portée d'ailleurs, c'est la mention 5. Alors, j'appelle à la vigilance de tous ceux qui nous suivent pour dire que la mention 5 est très importante parce que elle se situe après la mention 4. Elle est là. Souvent, les officiers d'état civil ne font pas suffisamment attention pour dire au père, mais qu'est-ce qu'il en est de cette mention? Mais cela dit, même si au moment de l'établissement de l'acte de naissance, cette mention n'est pas remplie, le père a tout à fait la latitude de revenir devant le tribunal pour demander la reconnaissance, le jugement de reconnaissance de paternité. Et ce jugement de reconnaissance de paternité, une fois qu'il est rendu, donne la possibilité donc au demandeur, au requérant, d'aller là où l'acte de naissance de l'enfant a été établi pour aller ajouter la mention, donc transcrire la mention sur l'acte de naissance. Ça veut dire que la reconnaissance peut se faire au moment de l'établissement ou après l'établissement de l'acte de naissance. Comment ça se fait que la majorité, et là c'est une petite étude qu'on a faite entre nous, on a tous sorti nos actes de naissance, la majorité des Gabonais ont la mention 5 qui n'est pas remplie du tout. Alors, sur l'acte de naissance lui-même, il n'y a pas en bas, en note de bas de page, par exemple, ceux qui renvoient à la mention 5 disant que vous devez absolument la remplir et tout. Et certainement, les officiers d'État... Il n'y a pas la légende de la mention 5. Voilà, il n'y a pas la légende. Et les officiers d'état civil, apparemment, ils ne sont pas informés de ça. Donc, ils laissent toujours cette partie vide, comme sur mon acte de naissance. Et ça pose problème ensuite. Comment est-ce qu'on peut justifier ça? Non, simplement que cela relève soit de la méconnaissance des officiers d'état civil, parce qu'ils doivent expliquer. Vous voyez, il y a être officier d'état civil et ne pas connaître ça. Mais mon Dieu. C'est la clé, un officier d'état civil. Mais est-ce qu'ils sont tous formés? C'est ça la question. Mais comment ils font pour devenir officier d'état civil? Qui les emmène là-bas? Mais on les nomme parfois. Parfois, ils sont nommés. Mais c'est grave, parce qu'on a regardé tous nos actes de naissance, c'est vide. On n'est pas les enfants de nos pères. On est tous dans cette situation. Vous n'êtes pas reconnus par vos papas. Mais si on n'est pas reconnus, c'est qu'on n'est pas ses enfants. Non, c'est qu'il faut faire. Ils ne nous aiment pas. Non, ils vous adorent. Ils ne nous ont jamais aimés. Non, ils ne savent pas. On n'aura jamais les liens. Ce qu'il faudrait faire, c'est de saisir la balle au bon. Saisissez la balle au bon, demandez donc à vos papas de faire les reconnaissances. Mon père est déjà mort. Encore que s'ils sont décédés, ils ne nous reconnaîtront jamais. Voilà, donc on est mal barré. Alors, la seule chose également à faire, mais bon, il faut une reconnaissance forcément. Il faut la reconnaissance de paternité. Et la procédure de reconnaissance de paternité est longue? Non, c'est une demande qui est adressée au président du tribunal du lieu de votre naissance. Et c'est le père qui adresse la demande. C'est lui qui veut reconnaître son enfant. Et on demande donc une lettre adressée au président du tribunal, objet
demande de reconnaissance de paternité. C'est tout. Il met la pièce de l'enfant, il met sa pièce, et puis le président du tribunal prend la décision, le jugement, et ce jugement doit être transcrit sur votre acte de naissance. Donc, on Mais va il faudrait faire un la nouvel acte mention. de naissance où l'officier va réécrire dessus. Justement, c'est ça l'ambiguïté. Parce que lorsque le tribunal demande de transcrire certaines mentions, hein, dans le cadre des adjonctions de nom, dans le cadre... Les officiers d'état civil ont toujours tendance, hein, à établir des nouveaux actes de naissance avec des nouveaux numéros, ce qui paraît quand même assez terrible. Pourquoi? Parce que en fait, ces mentions doivent être remplies en marge de l'acte de naissance. Hein? Et sur l'acte, il faudrait qu'on voit la mention transcrite. Il faudrait qu'on sache que ça a été fait après l'établissement de l'acte de naissance. Nul n'est besoin. J'ai vu dans les dossiers qui nous sont portés là-bas au salon de la femme, mais des gens qui arrivent avec 3 actes de naissance. Un seul individu, 3 actes de naissance. Un acte de naissance au moment de sa naissance, un autre acte de naissance parce qu'il y a eu la transcription, l'autre acte de naissance parce qu'il y a eu un autre événement. Et avec des numéros différents. Un être humain ne peut pas avoir 3 actes de naissance avec 3 numéros différents. Eh ben. Voilà, donc ce sont ces réalités-là que nous vivons. Vous êtes Mais trop il n'est jamais trop... Qui établit tard. l'acte de naissance? C'est l'officier d'état civil. En collaboration avec qui? Le père ou la mère? Ça peut être un simple déclarant. D'accord. Je vous prends un exemple. Votre femme, j'espère que vous êtes mariée parce que vous défendez tellement le mariage. Vous êtes mariée? Non, je vais bientôt me Il marier. envoie. D'accord, ok. En fait, votre concubine va accoucher. Vous n'êtes pas là. Vous vous êtes occupé de la grossesse. Vous n'êtes pas là. Vous êtes en stage en France. Et puis, elle accouche derrière vous. Elle accouche par césarienne. Donc, elle ne peut pas disposer des 3 jours pour aller faire la déclaration. Elle peut envoyer un de ses frères avec l'attestation de naissance, ou le certificat de naissance, avec les pièces d'identité, donc la pièce d'identité de la mère, pour aller faire la déclaration. Celui qui fait la déclaration doit également fournir ces pièces d'identité à lui, pour qu'on sache que la déclaration a été faite par telle personne. Donc, l'officier d'état civil n'est pas obligé d'avoir à ce moment-là les pièces du père qui n'est pas là. D'accord? Le père n'est pas là. Si le père envoie les pièces, c'est tant mieux. D'accord? Mais la reconnaissance se fera quand le père sera là. Et donc, si le père n'est pas là, celui qui va faire la déclaration peut signer sur l'acte de naissance de l'enfant. Ce ne sont pas forcément les parents qui signent. Vous allez voir ces mentions. Le déclarant. Les déclarants et puis les parents. Et vous avez dans l'acte de naissance de cette jeune dame, non, je préfère ne pas dire. Sur l'acte de naissance que j'ai sous les yeux, on dit numéro 25, tac, 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 le 22 septembre en 2001, s'est présenté Monsieur X. Donc, c'est son père, je suppose. C'est le père, non? Non, c'est pas mon père. Ah non, c'est Monsieur Lepanatana, voilà. Il est qui pour vous? C'était juste le déclarant. Je ne sais vraiment pas qui c'est. Voilà, attendez. Domicilié Boumango, profession chef médical. Ah, c'est le médecin C'est qui le m'a médecin déclaré. qui a déclaré. Voilà. Tu pensais déjà que c'était un homme. C'est le médecin. Vous voyez, quand vous dites Non, que le même médecin, les il rendait médecins peuvent service à mes déclarer, parents. même les médecins peuvent déclarer, les sages-femmes peuvent déclarer, les frères, sœurs peuvent également faire la déclaration. Donc, en réalité, lui, il devait quand même signer. Il devait signer en bas. Il devait signer parce que c'est le déclarant. Et là, par contre, c'est mon père qui a signé. Le parent qui a signé. Vous voyez, donc, en fait, le déclarant, si le père n'est pas là, il peut venir faire la reconnaissance de paternité et en même temps l'adjonction de nom dans l'acte qui a été établi en son absence. D'accord. Mais ça passe par le tribunal. Il ne va pas voir l'officier d'état civil. C'est pour répondre à la question, l'officier d'état civil remplit l'acte de naissance avec le concours de qui? Mais sur la base du dossier qui lui a été présenté par le déclarant. Ce déclarant peut être un des parents de l'enfant ou alors le médecin ou la sage-femme. Quelle est l'importance des signatures dans l'acte de naissance? Mais c'est hyper important, sinon on se pose la question de savoir. Et d'ailleurs, on se pose la question de savoir qui est venu déclarer. C'est ça. Pourquoi je le dis? Nous avons 2 actes de naissance comme ça qui nous ont été apportés par des jeunes compatriotes où il n'y a pas de nom au niveau de la déclaration, on ne sait pas donc qui a déclaré. Ces gens-là sont nés ici à Libreville,
l'acte de naissance porte bien le nom de la région, l'estuaire et tout ça, mais la signature a été faite par un sous-préfet ou un préfet, sous-préfet dans le Moyen-Ogooué. Oh non. Alors, les parents n'ont pas signé, le déclarant n'a pas signé, on n'a aucune mention sur l'identité du déclarant. Vous comprenez bien que ce garçon-là, qui est l'un des garçons est à l'université, il est en master, il est vraiment embêté parce qu'avec un acte de naissance comme ça, je ne sais pas où est-ce qu'il peut aller. Il a traversé le bac avec l'acte de naissance là. Oui. Oui. Les gens n'ont pas été regardants. D'accord. Moi, la question que je posais, c'est quand j'ai demandé l'importance des signatures, c'est parce que imaginez qu'une femme accouche en Dendé, en l'absence du père, elle va faire la déclaration, elle signe l'acte de naissance. Est-ce que l'absence de la signature du père a une ambiguïté quelconque? Pas du tout. D'accord. D'abord, sur l'acte de naissance, il n'est pas dit que le père doit signer, on dit les parents. Ça peut être le père comme la mère. Et le déclarant. Le déclarant peut être un des parents du nouveau-né ou alors un cousin ou la sage-femme ou le médecin. À ce moment, le père peut contester la paternité de l'enfant, s'il veut. Il n'y a pas sa signature, il n'a Non. pas la mention reconnaît. La paternité du père ne se résume pas à la position d'une signature. Vous voyez là, par exemple, sur l'acte de naissance que j'ai sous les yeux, le père a signé, mais il ne reconnaît pas l'enfant parce qu'il n'a pas rempli la mention 5. Oui, mais ça, c'est par ignorance. Et je voudrais également vous dire que la reconnaissance de paternité, ce n'est pas une reconnaissance par rapport au sang. Ce n'est pas le lien de sang. Cette jeune dame peut être reconnue par... ou alors, si j'ai un acte de naissance comme ça, je ne dis pas que c'est le cas, si les parents n'étaient pas mariés et qu'après, la femme trouve un autre monsieur, mais ce monsieur peut tout à fait reconnaître cet enfant comme étant le sien. Mais ça n'a rien à voir avec le sang. Si le père est le déclarant, il peut signer 2 fois. C'est qu'il signe à la partie le déclarant, il signe aussi à la partie des parents. Oui, bien sûr. Donc, Ça ne gêne pas du tout. Ok. D'accord. C'est terrible, hein? Vous expliquez ça, vous allez expliquer tout ça quand tu vas au faire moment de la l'enfant, faut conférence. vérifier ton acte de Mais naissance. ça ne se fait pas en un jour, justement, parce qu'on ne peut pas... Le problème est tellement immense, les irrégularités sont tellement graves qu'on ne peut pas expliquer ça en un mois, ou en 3 mois, ou en 4 mois. Parce qu'en plus de Libreville, où les cas sont vraiment récurrents, il y a également ceux qui sont à l'arrière-pays. Hein, il faudrait qu'on ait la possibilité d'aller expliquer, et puis trouver. C'est pour cela que les thèmes ne se font pas par copinage, ou alors par instinct. Quelqu'un vient poser un problème, vous le réglez. Non, on choisit un thème parce qu'on sait que c'est un thème d'une portée nationale. Et là, on se donne les moyens intellectuels, physiques, pas financiers, on n'en a pas, pour essayer de répondre au mieux à la préoccupation qui a été posée. Voilà. Vous n'allez pas sortir un manifeste de la bonne procédure pour l'établissement de l'acte de naissance qu'on peut distribuer aux gens pour qu'ils sachent. Nous allons voir avec les officiers d'état civil, notamment les maires, parce que je pense qu'ils ont beaucoup plus intérêt, eux, à voir ce manifeste-là. Nous, dans le cadre de l'association, nous accompagnons. S'il y a un manifeste qui est fait, nous allons également rendre une petite visite au ministre de l'Intérieur, qui est leur tutelle. Ministre de l'Intérieur et le ministère de tutelle, donc des communes et des départements. Donc nous allons essayer de porter l'affaire à leur niveau. Et s'il faut mettre un manifeste, bon, pourquoi pas. Nous allons voir avec toutes les bonnes volontés, toutes les intelligences de la République pour mettre en place un manifeste. Lors de votre conférence, vous allez parler de la valeur juridique du jugement supplétif et de l'avis de naissance? Certainement, oui. Bien sûr que nous allons en parler. D'ailleurs, la dernière fois, on a essayé de dire un mot sur le jugement supplétif, pour dire que, bon, le régime juridique du jugement supplétif n'a rien à voir avec le régime juridique de l'acte de naissance. Ce sont 2 choses complètement différentes. Je voudrais revenir sur quelque chose que j'avais dit la dernière fois ici, mais sous un ton plutôt interrogatoire, sur les actes de naissance
qui sont irréguliers et dire que comment faire pour les annuler. Et je disais que dès lors qu'il y a un acte de naissance qui est dans l'ordonnancement juridique, je voudrais revenir sur la question, et je disais que l'acte de naissance est signé par une autorité administrative et qu'on pouvait dire que c'est un acte administratif, mais en fait, il n'en est rien parce que après m'être suffisamment expliqué et après échange avec mes collègues et quelques recherches que j'ai pu faire, il se trouve que le maire a deux casquettes. L'officier d'état civil, le maire a deux casquettes. Il a la casquette d'administratif, parce qu'il signe les actes administratifs, parce que c'est un administratif. Et puis, il a la casquette d'officier d'état civil. Or, les actes d'état civil relèvent de l'état des personnes. D'accord ? L'état civil relève de l'état des personnes. Et donc, la juridiction compétente en cas de contestation d'un acte d'état civil, c'est sans embâche le juge judiciaire. C'est la juridiction judiciaire, ça relève de l'ordre judiciaire. Donc, c'est au président du tribunal ordinaire. Enfin, quand je dis ordinaire, c'est pas que le tribunal administratif est extraordinaire, mais le tribunal connu de droit commun, c'est le tribunal de grande instance. Donc, c'est le président du tribunal qui est compétent pour connaître de la contestation donc des actes de naissance querellés. Ah, d'accord, c'est pas le maire. Non. Pas du tout. Non, lorsque l'acte de naissance porte, le maire ne peut plus rien faire. D'accord. Par exemple, lorsque les secrétaires généraux signent, lorsqu'il y a les avis de naissance, si on doit annuler cet acte-là, l'annulation doit être portée, la demande doit être faite devant le tribunal judiciaire. Mais le problème de tous ces actes de renaissance, Ingrid, de tous nouveau. ces enfants nés en 88 qu'on fait naître en 92, Voilà. et tout ça Comment pour les gens arrivent à faire ça? d'examen. Oui, Arrivent à comment rectifier l'État, l'âge. On a l'impression que c'est une autorise procédure ça? légale. Il y a eu un phénomène qu'il ne faut pas omettre. Peut-être que vous n'étiez pas encore né, je vois que vous êtes un peu tous jeunes ici. Il y a eu un phénomène ici de l'âge qui justifiait de l'obtention de la bourse à l'université. Et donc, les autorités de l'époque, le ministère de l'Éducation nationale de l'époque, avait estimé que pour avoir la bourse, lorsqu'on était titulaire, lorsqu'on obtenait le bac, il fallait avoir 21 ans. C'était, je veux dire, relever le génie des élèves gabonais. Dire qu'il faut avoir le bac à 21 ans, ça relevait du génie. Mais le revers de cette médaille, c'est que les gens qui comptaient leur âge et se rendaient compte que en terminale, j'ai commencé en sixième, en sixième peut-être à 13 ans ou 14 ans, c'est pas évident que j'arrive à 21 ans en terminale et que j'ai mon bac à 21 ans. L'effet boomerang, l'effet néfaste de cette mesure-là amenait les gens à les rectifier les âges, mais de façon un tout petit peu désordonnée. Et certains officiers d'état civil s'adonnaient à cet exercice. Et c'est pour ça que dans la plupart des cas, vous allez voir quelqu'un qui a un acte de naissance écrit à la main et le deuxième acte de naissance saisi à la machine. D'accord ? Mais c'est de la falsification des documents administratifs. Mais clair, net et précis. D'accord. Mais ceux qui ont les actes de naissance écrits à la main vont directement au tribunal et demandent la confirmation, les jugements confirmatifs d'actes de naissance. Et là, on confirme le vrai. On confirme le vrai. Et donc, on annule le deuxième qui a été fait en fraude de la législation. Et ils retrouvent Il leur y vrai a âge le message d'un auditeur qui dit « Bonjour, un enfant peut-il être reconnu 2 fois où la mère se marie à nouveau et que son nouveau conjoint veut reconnaître l'enfant ?» Oui, c'est un tout petit peu... oui, un enfant peut être reconnu 2 fois, donc peut être appelé dans 2 successions. Je m'explique. C'est-à-dire que l'enfant a été reconnu par le père géniteur, c'est le lien du sang. Et puis la mère se marie avec un autre monsieur qui voudrait que cet enfant soit aligné au même titre que les autres enfants qu'il va avoir avec cette dernière, ou alors soit simplement aligné comme étant son enfant, parce que la reconnaissance de paternité donne droit à quoi ? À être appelé lors de la succession, entre autres choses, et bénéficier en fait d'un traitement pendant la vie active du parent. C'est super ça, Ingrid.
Ok, voilà. D'accord. Donc, on va remercier Madame Owe d'avoir accepté notre invitation ce matin. Rappelez donc que c'est le Salon de la Femme qui organise la conférence débat sur les actes de naissance, procédures d'établissement et contenu. C'est le 28 mai, c'est cette semaine. Tout à fait, dimanche. Oui, dimanche à partir de 9h30 jusqu'à 13h à l'Oasis des Princes. C'est où? C'est à Ngondje et c'est écrit à Ngondje au carrefour Antraco. Ah, d'accord, ok. C'est gratuit la participation à cette conférence? La participation à la conférence est gratuite. D'accord. C'est pour cette raison d'ailleurs que je demande aux Gabonais, aux Gabonaises qui ont des gros soucis de venir écouter et de se ressaisir et régulariser leur situation. En revanche, le cocktail dînatoire sera payant. D'accord. Parce qu'il faut donner à manger, à boire à tout le monde. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. D'accord. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. On va retrouver Ingrid pour la beauté, c'est ça Ingrid? D'accord, dans le La Fresh Morning. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm